L'investissement durable a-t-il encore la cote et dans quoi faut-il investir aujourd'hui sur ce pan du marché? Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bourse ou la vie de Trends Tendance. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Pascal Porchereau. Jean-Pascal, vous êtes associé gérant de la banque suisse Lombard-Odier. Bienvenue à vous et merci de participer à cet épisode. Donc ce soir, nous allons parler des dernières tendances qu'il y a dans l'investissement durable. Pour commencer, peut-être une petite mise en contexte. Il y a quelques mois, j'ai pu suivre, vous avez participé à une conférence qui s'appelait Building Bridges, qui parle du sujet de la finance durable. L'un des constats était notamment que l'investissement durable était un peu en perte d'intérêt auprès des investisseurs dernièrement. Il y a eu notamment eu quelques sorties de capitaux sur le marché un peu dans son ensemble. Mais donc, la situation climatique, elle, reste très urgente. Comment peut-on alors expliquer ce repli d'intérêt un peu pour l'investissement durable? Tout d'abord, merci Charlie pour votre invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur un thème qui est très cher à Lombard-Odier, Oui. le thème de la durabilité. Laissez-moi peut-être commencer par vous expliquer ce que nous entendons par durabilité chez Lombard-Odier. Parce que nous avons une approche qui me semble assez différente de celle de nos concurrents et qui va expliquer le point de vue que vous avez exprimé dans votre question. Contrairement à un certain nombre de concurrents, Lombard-Odier a une vision prospective basée sur la science et orientée sur le rendement. En d'autres termes, nous pensons que la durabilité est une opportunité d'investissement attrayante pour nos clients et nous n'essayons pas d'opposer impact et retour sur investissement. D'accord. Notre mission est véritablement de trouver des opportunités d'investissement attrayantes, innovantes et durables pour nos clients. Donc, concernant votre question sur la perte de vitesse du mouvement, je crois qu'il est important de faire un distinguo entre ce que je viens de dire et ce que nos concurrents appellent de la durabilité, qui s'apparente plus à de l'ESG. L'ESG, comme vous le savez, a subi un certain nombre de revers politiques et régulatoires. Et selon moi, ce revers est une conséquence directe du fait que l'investissement ESG repose sur des données du passé, alors que pour investir durablement, il est nécessaire d'adopter une vision prospective, comme je le disais, basée sur la science, pour saisir l'impact de la transition sur les portefeuilles et trouver où investir le capital pour soutenir cette transition. Mais de notre point de vue, la recherche est sans équivoque, la transition est en marche, elle n'attend pas, et les opportunités d'investissement abondent. Donc ça, c'est le premier point que je ferai. Le deuxième point que je ferai, c'est que en termes de performance, chez Lombard-Odier, nous sommes depuis longtemps convaincus que la durabilité affecte tous les secteurs de l'économie et doit être envisagée au sein de paramètres risque-rendement assez traditionnels. Et c'est vrai que certaines stratégies thématiques actions axées sur une poignée de secteurs liés à la transition environnementale ont souffert en 2023 et 2024. Alors, elles ont néanmoins bien rebondi depuis le début de l'année, mais c'est le propre de ces stratégies qui vont avoir des biais sectoriels. D'accord. En revanche, quand vous allez au-delà des actions cotées et vous regardez d'autres classes d'actifs, bien vous rendrez compte que nous avons d'innombrables exemples de belles performances robustes sur la durée. On a par exemple un mandat durable discrétionnaire à l'intention de nos clients privés qui a une très belle performance. On a des stratégies de décarbonation, actions et obligataires qui ont bien performé. On a des stratégies impact sur le private equity et le private credit qui ont bien performé. Mais donc, tu as quand même, malgré cette idée qu'on peut avoir du recul sur certains pans du marché, donc une dynamique qui reste tout de même positive. Et donc, comment pensez-vous que l'investissement durable pourrait-il continuer à évoluer?
Je pose un peu la question parce que cette semaine, vous participez à une conférence et vous exprimez au sujet de, je cite, l'impact de la transition écologique sur l'économie et la nécessité d'intégrer ces changements en temps utile afin de garantir un rendement durable à long terme. Donc, ceci implique un peu que mais l'investissement durable, il est plus actuel aujourd'hui, plus que jamais. Tout à fait. Alors, la transition n'attend pas. Mm. Elle a déjà commencé et de notre point de vue, elle s'articule autour de 3 grands changements systémiques globaux. Ok. Autour de l'énergie, Oui. de la nature, dans le domaine de l'énergie, qui représente 50% des émissions, il faut électrifier l'économie. Oui. Nous nous attendons à ce que 70% des besoins énergétiques soient pourvus via de l'électricité et que 80% de cette électricité provienne d'énergie renouvelable. Ok. À quel horizon environ? D'ici 2050. Ok. De la nature. Alors, la nature, c'est tout ce qui est lié à la manière dont on nourrit la population, et ça représente environ 30% des émissions. Là, il faut créer des chaînes de valeur à la fois résilientes et régénératives. À titre d'exemple, juste pour saisir la gravité du sujet, dans un horizon encore 2050, on s'attend, d'après nos recherches scientifiques, à ce que 50% des terres qui sont utilisées pour produire du café, donc une commodité qu'on connaît tous bien, on s'attend à ce que 50% de ces terres soient totalement dégradées si nous n'agissons pas aujourd'hui. Ouais. Et puis enfin, sur le pilier des matériaux, nous attendons à ce que nous attendons à voir l'émergence de modèles circulaires et nous attendons à voir un découplement entre croissance et extraction de matériaux de commodities. Ouais. On pense que 4 grands secteurs devraient être impactés: l'aluminium, l'acier, le plastique et le ciment. Okay. Alors, si le premier pilier que je mentionnais, à savoir l'énergie, a pu bénéficier d'une belle collecte de capitaux afin notamment de financer les infrastructures énergétiques de demain, il est clair qu'aujourd'hui, le déficit en matière d'investissement est dans la nature et dans les matériaux. Okay. On pense que les actifs privés ou les marchés privés vont permettre de combler ce gap et permettre à des projets qui sont aujourd'hui encore pilotes de devenir les entreprises leaders de demain avec une échelle commerciale assez importante. Donc notre rôle chez Lombardier, c'est de trouver et d'investir dans ces opportunités. Ok. Oui, justement, vous le mentionnez, donc si aujourd'hui, vous l'avez dit un peu plus tôt, donc il y a des labels ESG qui ne sont plus vraiment d'actualité, qui ne correspondent plus vraiment à des paramètres, enfin à des anciens paramètres. Et donc justement, si aujourd'hui on se dit j'ai envie d'investir dans le durable, j'ai envie de placer mon argent pour qu'il puisse aussi faire avancer la planète et l'humanité avec elle, comme on dit. Donc, quelles seraient alors les classes d'actifs et aussi les différents secteurs, etc., dans lesquels il faudrait miser? Alors, j'ai juste peut-être vous donner quelques exemples, mais dans le cadre de mes activités, je supervise toutes nos initiatives dans la durabilité et également celles dans les marchés privés. Je pense que dans les marchés privés, nous pouvons trouver aujourd'hui de très belles opportunités d'investissement. Et je voudrais juste mentionner, à titre d'exemple, ce que nous faisons autour de la circularité du plastique. Okay. Alors, comme on le sait tous, ou en tout cas, certains d'entre nous savent que la chaîne de la valeur du plastique a un impact colossal en matière de déchets. Juste à quelques chiffres que vous devriez avoir en tête, mais tous les ans, on produit un peu moins de 500 millions de tonnes de plastique. C'est l'équivalent de la masse de la population. 93% de ce plastique produit est fait à partir d'énergie fossile. Donc, ça libère 1,5 gigatonnes de carbone. C'est 3% des émissions totales.
dans sa vie, le plastique, on a 50% du plastique qui n'est utilisé qu'une fois. Et puis, en fin de course, vous n'avez que 10% du plastique qui est recyclé. Et puis, vous avez du plastique qui termine dans l'environnement, dans la mer, dans les océans. Vous avez du plastique qui va être incinéré. On va de nouveau relibérer des gaz à effet de serre. Donc, en fait, on voit bien que ce plastique qui est très utile, on ne dit pas qu'il faut éradiquer le plastique. On sait qu'il y a des retombées qui sont fantastiques dans l'alimentaire, dans la médecine. Mais il est clair que cette approche aujourd'hui qui est, comme disent les anglo-saxons, make, take, waste, cette approche linéaire ne marche plus. On doit aller sur des approches qui sont beaucoup plus circulaires. Si on ne fait rien, il y a une analyse de l'OCDE qui est assez frappante, mais on aurait en 2040, en ne faisant rien, en continuant sur ces croissances, avec la croissance qui est attendue, on libérerait, si vous voulez, dans la nature des déchets plastiques qui représenteraient 4 millions de baleines bleues. J'essaie d'utiliser cette image pour vous donner une idée de cet impact. Les plastiques qui se retrouveraient dans l'océan, s'il était rapporté sur le littoral, on aurait 50 kilos de plastique par mètre du littoral. Donc voilà, juste pour vous faire une idée de ce qui peut se passer si on ne fait rien d'ici 2040 sur la circularité du plastique, parce qu'on pense que on peut trouver des opportunités fantastiques, et encore une fois, qui sont alignés avec cette chaîne de la valeur que j'ai décrite, de trouver des biomatériaux. Il est très intéressant de voir, par exemple, qu'on a aujourd'hui des biomatériaux qui sont recyclables près d'une centaine de fois, contre seulement 2 fois pour du plastique classique. On regarde des opportunités d'investissement pour garder le plastique plus longtemps dans la chaîne de la valeur. Donc, c'est des modèles d'usage. Et puis, on regarde également des opportunités dans le recyclage. Donc, on cherche toutes ces opportunités. Nous sommes, encore une fois, comme je vous le disais en préambule, nous ne voulons pas opposer impact et retour sur investissement. C'est pas l'un ou l'autre, ça doit être l'un et l'autre. Et on pense qu'elles peuvent se nourrir. Exactement. Et on pense qu'aujourd'hui, d'aller investir sur la circularité du plastique est opportun parce que au niveau réglementaire, on commence à voir des avancées. Vous savez qu'il y a une taxe sur le plastique vierge en Europe. On commence à voir de l'innovation technologique, notamment sur les biomatériaux. Il y a de plus en plus de sensibilité de la part des consommateurs et on voit des entreprises qui commencent aussi à prendre cela en compte. Donc voilà, j'ai utilisé, si vous voulez, à travers une réponse peut-être un peu longue, une conviction d'investissement. Et voilà, sur les marchés privés, on arrive à trouver ce genre d'investissement. On en a également sur la nature, je pourrais vous parler du café, mais on a pas mal de travaux chez Lombardier et de stratégies sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Oui, un peu comme vous l'expliquez aussi, comme vous l'avez dit, il n'y a que 10% du plastique qui est recyclé aujourd'hui. Il y en a tellement qui est encore... même dans la production, il y a encore tellement d'émissions qui sont émises. Donc, c'est vrai que dans cette chaîne de valeur-là, il y a encore des opportunités qui restent énormes. Et donc, je pense que ça compte aussi pour les autres... les biomatériaux et l'énergie, etc., dont vous avez parlé aussi. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, comme je l'ai dit, sur le pilier de l'énergie, il y a eu beaucoup de capitaux levés pour aller financer les infrastructures énergétiques de demain. Du coup, les rendements sont intéressants, mais ont baissé. Ce qui nous intéresse en tant que maison d'investissement, c'est d'aller trouver de belles opportunités où il y a peut-être un peu moins de demande. Ça veut dire que les retours financiers seront plus attrayants pour nos clients. C'est pour ça que sur le plastique, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui s'y intéressent. C'est la demande qui viendra demain, ça, si on veut. Tout à fait. Et justement, en parlant un peu du futur, quels pourraient être les risques pour l'investissement durable? Ici, en ce moment, il y a un peu un recul à échelle politique sur les avancées, les lois, etc., qu'on a pu avoir ces dernières années. Je pense notamment à M. Trump aux États-Unis, mais c'est aussi vrai pour l'Europe. Différents dirigeants européens, par exemple, appelé à une pause environnementale, à repousser par exemple, les ratios d'émissions qu'on avait dit il y a 2-3 ans, il y a 4-5 ans, mais de les repousser au-delà de 2040, 2050, etc.
Donc, à ce niveau-là, à ces risques-là, à quoi doivent s'attendre les investisseurs? Alors, c'est une très bonne question, hein. Je vous dirais que pour les investisseurs financiers, avoir un cadre réglementaire stable est très important, notamment pour aller supporter de l'innovation. Et c'est ce que nous avons vu sur les panneaux solaires. Ouais. En 2009-2010, le prix d'un panneau solaire était probablement 10 à 15 fois plus cher qu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que le programme de subsides qui a été implémenté par les États, notamment en Europe, hein, des programmes de feed-in tariff, ça a permis de créer des économies d'échelle, Ouais. ça a permis d'attirer des capitaux et donc de faire décroître très fortement le prix des panneaux solaires. Et aujourd'hui, l'énergie la moins chère est l'énergie solaire. Ouais. Les États, le cadre réglementaire ont permis de réaliser ces avancées. Alors certes, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, mais comme je le disais en préambule, nous faisons, nous, un distinguo entre ce que l'on appelle de l'ESG, Oui. qui s'appuie sur des données historiques, qui n'a pas vocation à générer des rendements attrayants, et pour nous, la durabilité, qui est une approche prospective, qui est véritablement une opportunité d'investissement. Donc je pense qu'en fait, le débat aussi aux États-Unis est lié à ce distinguo ou à cet amalgame. Oui, d'accord. Ce que je vous dirais, aux États-Unis, il est quand même intéressant de voir que certains États républicains sont très anti-ESG. On pourrait mentionner la Floride, on pourrait mentionner le Texas. Oui. Et pourtant, savez-vous quel État aux États-Unis déploie le plus rapidement des infrastructures solaires? Ouais, je pense que c'est le Texas, non? C'est le Texas. Ouais. Donc vous voyez, ça me permet d'illustrer ce distinguo entre le backlash ESG tel qu'on l'entend, tel qu'on le lit, et puis la réalité financière. Ouais. Aux États-Unis, si vous avez une technologie qui est efficiente et qui délivre des rendements attrayants, vous aurez un engouement. Ouais. Je vous inviterai aussi, pour finir, à regarder la performance de l'indice S&P Clean Energy depuis la prise de pouvoir de Donald Trump. Les performances sont exceptionnelles. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense qu'au-delà des effets d'annonce, je pense qu'il est important de regarder la réalité. Okay. Et la réalité aujourd'hui, c'est que par exemple sur les énergies solaires, voilà, l'énergie solaire est devenue la moins chère. Ouais. Et puis deuxièmement, regardez, ça génère des rendements qui sont tout à fait attrayants. Je pense que le vrai risque, ce serait plus un risque d'inertie et de statu quo. Oui. Il est clair que pour pouvoir atteindre une économie décarbonée à un horizon 2050, les montants à investir sont colossaux. Rien que sur la transition énergétique, on parle de 2 à 3 trilliards ou 2000 à 3000 milliards par an. Si vous prenez en compte les autres piliers dont je parlais, on est probablement à plus de 4000 milliards. Donc il va falloir mobiliser du capital. Et ce capital ne sera mobilisé que si on génère des retours attrayants. Donc pour moi, le plus gros risque, c'est un risque d'inertie et de statu quo. Ok. Mais ok, merci en tout cas pour toutes ces perspectives, pour ces secteurs qui restent vraiment très intéressants et très passionnants et qui ont effectivement des très très belles opportunités. Merci donc Jean-Pascal Porchereau, merci à vous et merci à vous chers auditeurs et chères auditrices. À bientôt pour un autre épisode. Merci Charlie. Merci à vous. Au revoir.